Djibouti est situé dans la région de la Corne de l'Afrique. Le pays est frontalier de la Somalie au sud, l'Érythrée au nord et l'Éthiopie à l'ouest. Il est bordé au sud-est par le golfe d'Aden et au nord-est par la mer Rouge. Le détroit de Bab el-Mandeb est un bras de mer d'environ 30 km de large entre le Yémen et Djibouti, point de passage stratégique entre l'océan Indien et la mer Rouge, et au-delà le canal de Suez. Un espace essentiel au commerce maritime puisqu'il y transite une part non négligeable du commerce entre l'Asie et l'Europe. Nous y reviendrons. Djibouti est par sa surface de 200 km², le deuxième état le plus petit du continent africain, derrière Eswatini. Le pays est actuellement peuplé de 973 000 personnes, dont plus des 2/3 vivent dans la capitale, Djibouti. Sa situation géographique singulière entre l'Afrique et le golfe arabo-persique, entre mer Rouge et océan Indien, fait de Djibouti un territoire stratégique, objet de convoitise, et ce depuis des siècles. L'ouverture du canal de Suez en 1869 accélère la concurrence entre puissances européennes dans la région de la Corne de l'Afrique. Il permet une liaison de la Méditerranée avec la mer Rouge et donc l'ouverture d'une route maritime plus courte vers l'Orient. Et la France va être au rendez-vous. Elle signe en 1884 un premier protectorat avec le sultan de Tadjoura, puis un second au sud de Tadjoura, à Obok en 1885. La côte française des Somalies, au statut de colonie, est créée en 1896. Le territoire est frontalier du Somaliland britannique, de l'Érythrée italienne et de l'Empire d'Éthiopie qui est indépendant. La côte française des Somalies est utilisée comme escale par les navires français dans leur route pour l'Indochine. Le début de la construction de la ligne de chemin de fer reliant le port de Djibouti à Addis-Abeba en 1897 permet le développement des terres intérieures de la colonie et l'essor de la capitale Djibouti. À l'aube de la Seconde Guerre mondiale, la Corne de l'Afrique est le théâtre de l'expansion italienne dans la région. L'entrée en guerre de l'Italie fait de la Corne de l'Afrique un terrain d'affrontement entre les Alliés et les forces de l'Axe. L'armistice de juin 1940 permet à la France de conserver sa colonie, qui est la seule à rester fidèle au gouvernement de Vichy. Soumise à un blocus britannique, elle est finalement contrainte de se rendre et passe sous le contrôle de la France libre. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la côte française des Somalies devient territoire d'outre-mer de la République française. Ce nouveau statut ne suffit pas à contenir les premières revendications d'autonomie. L'opposition à la métropole est notamment le fait d'une situation économique désastreuse et d'un chômage de masse. De Gaulle concède un premier référendum d'autodétermination en 1967, après de violentes émeutes lors de sa visite en 1966. La population vote non à l'indépendance à 60%. Un changement de nom de la colonie en territoire français des Afars et des Issa est opéré. Il s'agit alors de la dernière possession française sur le continent africain. L'indépendance est finalement proclamée le 27 juin 1977 à la suite de la victoire du oui à plus de 99% lors d'un second référendum. Le territoire français des Afars et des Issa devient la République de Djibouti. Lors des négociations, la France obtient le maintien d'une présence militaire sur le territoire en échange d'une protection militaire et d'une rente annuelle. Cette base est un carrefour pour la présence militaire française en Afrique. Hassan Gouled Abtidon, dirigeant du mouvement indépendantiste, est élu président de la République de Djibouti le 27 juin 1977. Après une série de violences, il impose un système de parti unique, ce qui n'empêche pas les oppositions tribales et la fracturation du pays entre le nord, terre des Afars, et la capitale, contrôlée par les Issa. En 1991, le Front pour la restauration de l'unité et de la démocratie, le FRUD, mené par les résistants Afars, organise une offensive armée contre le gouvernement. Ce dernier augmente ses dépenses militaires et la taille de son armée et s'endette massivement. Un cessez-le-feu est obtenu en 1992, un traité de paix est signé 2 ans plus tard, en 1994, mais une fraction du FRUD, le FRUD combattant, conserve les armes jusqu'à un nouvel accord de paix qui sera signé en 2001. Hassan Gouled Abtidon est contraint d'autoriser un relatif multipartisme. Cette situation interne s'inscrit dans un climat de tension à l'échelle régionale. À l'indépendance de Djibouti, l'Éthiopie et la Somalie revendiquent sans succès leur souveraineté sur le territoire djiboutien. En 1993, l'indépendance de l'Érythrée
et la perte pour l'Éthiopie d'un accès direct à la mer Rouge relance les revendications d'Addis Abeba sur Djibouti. Mais la protection apportée par la France permet de dissuader toute tentative d'annexion de Djibouti par ses voisins. Ismaël Omar Guelleh, neveu et héritier politique de Abtidon, est élu en 1999 à la tête du pays. Il est réélu en 2005 et il fait modifier la Constitution qui fixe désormais simplement un âge maximal, 75 ans, pour pouvoir se représenter. Il sera réélu en 2011, 2016, 2021. Le pouvoir est autoritaire et laisse assez peu de place à la contestation. Cependant, il bénéficie d'un robuste bilan économique. À partir du début des années 2000, il ouvre le pays aux investissements étrangers. Des investissements dans les infrastructures portuaires et en provenance d'Asie et du Golfe se multiplient. Le port international est agrandi par un nouveau terminal. Cette extension fait du port de Djibouti l'un des plus importants du continent africain. Par ailleurs, l'indépendance de l'Érythrée, puis la guerre entre l'Érythrée et l'Éthiopie ont fait de Djibouti le principal port pour les échanges commerciaux en provenance de l'Éthiopie. 95% des exportations et 80% des importations éthiopiennes transitent par Djibouti. La Chine a elle aussi multiplié les investissements infrastructurels à Djibouti au cours des années 2000. Évidemment, le lancement du projet des nouvelles routes de la soie est venu démultiplier les investissements chinois. Entre 2012 et 2018, la Chine a investi un peu plus de 14 milliards de dollars à Djibouti, notamment à travers l'extension du port de Djibouti, la construction de la ligne de chemin de fer Djibouti-Addis Abeba, qui sera inaugurée en 2016, ou encore le projet de la construction d'un oléoduc et d'un gazoduc qui relie Djibouti et l'Éthiopie. Les investissements massifs de la Chine en Éthiopie relèvent l'intérêt de Djibouti pour Pékin. L'intérêt et les investissements chinois à Djibouti ont été dans un premier temps accueillis avec ferveur, mais des inquiétudes apparaissent concernant les bénéfices à terme pour le pays. Les grands projets financés par Pékin vont-ils réellement bénéficier à la population ? En possédant plus de 70% de la dette djiboutienne, la Chine ne met-elle pas en danger à long terme la souveraineté du pays ? Quoi qu'il en soit, alors qu'elle avait été dévastée pendant des années par les conflits internes, la situation économique de Djibouti s'est grandement améliorée, boostée par la croissance éthiopienne, la modernisation du port et l'explosion des échanges commerciaux maritimes et les investissements étrangers. Entre 2000 et 2020, le PIB a été multiplié par 7, passant de 550 millions à plus de 3,4 milliards de dollars. Entre 2000 et 2010, la croissance annuelle moyenne a été supérieure à 3%. Depuis, elle est supérieure à 7%. Le PIB par habitant, 768 dollars en 2000, est de plus de 3400 dollars en 2019. Ce développement est cependant très inégalement réparti et plus de 70% de la population vit aujourd'hui avec un peu moins de 3 dollars par jour. La situation géographique de Djibouti, nous l'avons vu, lui confère une place stratégique de choix. 10% du commerce maritime international passe par la mer Rouge et le canal de Suez, quand plus de 40% du pétrole mondial transite sur des supertankers via le détroit de Bab el-Mandeb. Djibouti est au cœur d'une région stratégique d'un point de vue commercial. Mais son environnement est en proie à l'instabilité régionale. Guerre civile en Somalie depuis le début des années 90, guerre entre l'Érythrée et l'Éthiopie au tournant des années 2000, développement de la piraterie dans le golfe d'Aden au début du siècle, développement du terrorisme en Somalie et au Yémen, guerre au Yémen depuis 2011, reprise de la guerre civile en Éthiopie en 2020, l'insécurité structurelle de cette région stratégique fait de Djibouti plus stable politiquement et stratégiquement depuis la fin de la décennie 90, un point névralgique des enjeux sécuritaires de la région. Djibouti a joué un rôle diplomatique important pour mettre fin au combat qui déchirait l'Éthiopie l'an dernier. Plusieurs pays ont ainsi cherché à s'y positionner militairement. La France s'y dispose d'une base militaire depuis l'indépendance. Les effectifs ont été réduits, mais aujourd'hui, 1400 militaires y sont stationnés, ce qui en fait le plus important contingent français à l'étranger. La France verse chaque année 30 millions d'euros pour bénéficier de cette base et assure également l'indépendance et l'intégrité du territoire par des missions de surveillance aérienne et maritime. Les États-Unis, dont le destroyer USS Cole avait été touché par un attentat suicide d'Al-Qaïda au large du Yémen en octobre 2000, ont également installé une base à Djibouti en 2002. L'objectif est double, à la fois lutter contre la piraterie et surtout contre le terrorisme dans un contexte post-attentat du 11 septembre 2001. Près de 4000 soldats américains y sont aujourd'hui basés.
La multiplication des actes de piraterie au large de la Somalie entre 2005 et 2012, dont les porte-conteneurs et supertankers sont les cibles privilégiées, ont poussé d'un côté l'Union européenne à lancer l'opération Atalante en 2008, avec Djibouti pour principal point d'appui, et de l'autre, l'OTAN a lancé l'opération Ocean Shield en 2009. C'est dans cet objectif également que le Japon a installé une base à Djibouti en 2011. La raison est simple, un dixième des navires qui transitent par le détroit transportent des marchandises en provenance ou à destination du Japon qui dépend fortement des hydrocarbures moyen-orientaux. Depuis 2012, l'Italie a également une base à Djibouti en soutien aux opérations européennes sur place. Les armées allemandes et espagnoles disposent également de facilités militaires dans le pays. En 2017, la Chine a inauguré, en grande pompe, sa première base permanente à l'étranger, à Djibouti, toujours dans le cadre de son projet économique et stratégique des nouvelles routes de la soie. En 2016, l'Arabie saoudite a également signé un accord pour l'installation d'une future base à Djibouti. Une situation donc inédite puisque se côtoient à Djibouti dans un rayon de quelques kilomètres des militaires de 7 nations différentes, dont singulièrement des bases importantes américaines, chinoises et françaises. Cette cohabitation de pays qui ne sont pas toujours en bonne relation est un point particulièrement original sur le plan géopolitique. On le voit, Djibouti a fait de sa diplomatie des bases l'axe majeur de sa politique étrangère. La location de l'ensemble de ces structures lui rapporte environ 170 millions de dollars, soit 10% du budget national, et lui donne surtout une influence supérieure à sa taille et à sa population. Cela s'inscrit dans un contexte de militarisation régionale, puisqu'à quelques centaines de kilomètres sont également installées une base turque en Somalie et des bases émiraties en Érythrée et au Somaliland. Si les actes de piraterie ont grandement diminué au large de la Corne de l'Afrique, la situation sécuritaire régionale reste instable, justifiant la présence de nombreux acteurs militaires. Par ailleurs, le positionnement de la Chine dans la région, aussi bien d'un point de vue commercial que stratégique, et particulièrement à Djibouti, pousse les acteurs traditionnels que sont la France ou les États-Unis à maintenir une présence importante. Donc oui, on peut dire que Djibouti est un petit pays qui est faiblement peuplé, mais quand on voit l'intérêt qu'il suscite par les puissances extérieures et son rôle et sa place géopolitique, eh bien, il pèse beaucoup plus que la taille de sa population ou la taille de son territoire.